êtes les bienvenus sur notre plateau. Aujourd'hui, nous vous emmenons Manu Militari, je devrais le dire ainsi, au Parlement européen. C'est notre sujet de discussion, femmes migrantes au Parlement européen, car en date du vendredi 2 décembre 2011 va se tenir un colloque international sur la mobilisation des associations de migrantes pour rendre visible leur rôle d'actrice du développement. J'ai une invitée, une seule, venue tout droit, fraîchement aux aurores de Bruxelles. Merci d'être venue nous rencontrer. Madame Annette Tignois, bonjour. Bonjour, merci. Tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau. Vous êtes présidente d'association, vous êtes engagée dans ce mouvement, les femmes du collectif du Hainaut, c'est cela? Oui. Alors le Hainaut, déjà, on va le faire découvrir à nos téléspectateurs. Oui, le Hainaut, c'est une des provinces, des 10 provinces de la Belgique. Donc, c'est plus ceux qui connaissent Charleroi. Donc, quand on dit Charleroi, on sait bien situer le Hainaut. C'est avec vous qui nous regardez. Nous sommes en direct. Vous allez pouvoir, grâce au numéro de téléphone sur le bas de vos écrans, participer à cette discussion et nous dire si vous avez envie de participer à des actions comme celle-là. Du monde associatif au Parlement européen, il y a du chemin. Qu'est-ce qui a motivé la tenue de cette rencontre ? Non seulement cette rencontre s'inscrit dans un cadre objectif qui est l'année européenne du volontariat et on sait que dans la plupart des associations de femmes, des migrants, il n'y a que des bénévoles, quoi. L'action est basée sur le bénévolat, donc ce cadre objectif était la nôtre. Alors, l'année internationale du volontariat, qu'est-ce que ça désigne exactement? Vous le dites si bien, les femmes, quand elles sont dans la vie associative, c'est quelquefois à leurs heures perdues, elles ne gagnent pas nécessairement d'argent pour ces engagements qui sont les leurs. Et quand on nous parle de volontariat à l'échelle européenne, qu'est-ce que ça désigne précisément? L'année européenne du volontariat a voulu vraiment mettre en exergue ce potentiel humain, cette compétence qui n'est pas financière, qui favorise la cohésion sociale et surtout qui est génératrice des liens sociaux sur lesquels une société peut s'appuyer. Donc voilà, c'est pour ça que cette année fait honneur aux bénévoles et qui se donnent cœur et âme pour que l'action sociale puisse avancer. Est-ce que les femmes sont plus au-devant de la scène du volontariat, du bénévolat, de l'engagement associatif en comparaison aux hommes, tout au moins pour ce qui se passe en Belgique? Oui, en effet, même dans le monde, je crois que la femme est plus sensible à la problématique humaine et à la problématique sociale. Et la femme, je crois que quand son cœur parle, la raison normalement c'était parce que elle s'investit non seulement autant au niveau de sa famille et au niveau social pour favoriser la paix et la cohésion sociale. Et comment font-elles, ces dames, quand elles s'engagent? Parce qu'il faut des moyens pour avoir des actions concrètes. On a beau avoir des projets, on a beau avoir envie de refaire le monde. Si on n'a pas à sa disposition les moyens financiers, la logistique, comment fait-on pour réaliser cela? On le fait. Je ne crois pas que le monde s'est fait avec de l'argent, mais avec des idées. Je crois que quand on y croit, on y met son cœur, on y arrive. Et la société est faite comme ça. Il y a des barrières, il y a des obstacles. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons au Parlement européen. Non seulement interpeller les politiques par rapport à notre mouvement, le mouvement des femmes migrantes qui souffrent de manque de moyens et de manque de ressources humaines et qui, non seulement les politiques sont en inadéquation avec notre problématique en tant qu'individu, parce que, voyez-vous, la femme migrante de la 3e génération n'est plus celle-là qui avait la problématique de l'apprentissage du français. Oui. Non, nous sommes des femmes à compétences sous-estimées et sous-évaluées. C'est vrai, nous avons troqué nos diplômes universitaires contre les tabliers des femmes de ménage par instinct de suivi. C'est vrai qu'il n'y a pas de sous-métier, mais il y a des politiques de diversion. C'est ça que nous voulons dénoncer. Une discussion à laquelle nous vous convions vivement à participer aujourd'hui pour savoir comment des jérémiades de bonnes femmes, et je dirais même des jérémiades de la population de migrants partout en Europe, partout où la migration d'origine africaine est installée, comment peut-on passer à l'action concrète pour cesser les incantations et avoir des résultats? Oui, donc je voulais parler encore du cadre qui nous intéresse en tant que femmes africaines, parce que voyez-vous, 2011, c'est l'année internationale des personnes d'ascendance africaine. Décidée par qui donc? Décidée par l'ONU et c'était lancé le 10 décembre 2010 et qui sera clôturée à la fin de cette année par des lignes directives basées sur des rapports et des recommandations que les mouvements associatifs leur auront remis. Donc nous partons de ces cadres objectifs pour porter notre plaidoyer et dire que voici le problème.
nous voulons participer au patrimoine du monde. Donnez-nous les moyens de le faire. Parce que nous sommes les citoyens du monde. Et c'est d'ailleurs pas tant de là que Ban Ki-moon a déclaré cette année des personnes d'ascendance africaine. Parce qu'il y a un problème crucial dans le monde par rapport à ces personnes-là. Alors justement, une déclaration comme celle-là, vous nous précisez que cela prendra fin au mois de décembre, toute l'année s'est écoulée. Pensez-vous que la migration, les personnes d'ascendance africaine et les femmes notamment, ont eu connaissance déjà de cette déclaration et ont mené des actions en ce sens ? Oui, je crois que l'un de nos problèmes, c'est que nous sommes très loin de l'information. C'est aussi ça le problème. Se rapprocher de la communauté internationale, se rapprocher des institutions, permettrait déjà de réduire ce fossé au niveau de l'information. Et je crois qu'ici en France, les politiques ont transformé cette année internationale des personnes d'ascendance africaine en année de personnes d'outre-mer. Donc, c'est vraiment des politiques de diversion, de falsification qui dévient. Initialement, ce n'était pas de ça que parlait Ban Ki-moon. Ce n'était pas des personnes d'outre-mer, mais des personnes d'ascendance africaine. Donc, la déclinaison, la transformation en France est propre au contexte franco-français. Et en Belgique, donc, comment cela a été vécu ? En Belgique, cette année passée inaperçue. Personne, aucun mouvement. Rien, donc le public n'a pas été informé de cela. Mais les associations qui sont au fait de cette actualité, comment n'ont-elles pas répercuté l'information auprès des populations ? Je crois que les gens sont aussi un peu blasés. Ils se disent que, bon, on a tout essayé et puis, bon, c'est pas une année qui fera quoi que ce soit. Mais je dis que non, nous devons profiter de cette opportunité parce qu'il y aura des assises après cette année. On nous convoquera et Ban Ki-moon va nous écouter parce que c'est lui qui il a mené avec ses experts. Ils ont vu qu'il y avait des problèmes et ils donnent alors la chance et ils donnent l'opportunité qu'on lui transfère alors ces problèmes. C'est donc une action collective, cette rencontre, ce colloque au Parlement européen avec deux autres associations, dont la vôtre, on va les rappeler. Oui, il y a le collectif des femmes africaines que je représente ici. Il y a FINS, donc Femmes Interface Nord-Sud. La fondatrice est Martine Witzmann, qui s'excuse de ne pas être là. Que nous avions déjà reçu sur ce plateau. Qui va intervenir certainement avant la fin de cette nous le souhaitons vivement. Émission. Nous avons aussi l'Union des femmes africaines, représentée par Chantal Eboko, qui malheureusement n'est pas aussi là ce matin. Et vous voyez, cette trilogie-là représente la Belgique. Moi, le collectif des femmes africaines, c'est dans le Hainaut. Et où se trouve le Hainaut, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Belgique? Le Hainaut, c'est une province qui se trouve, je ne sais pas comment l'expliquer. Dans le nord, dans le sud? Dans la partie occidentale de la Belgique. Oui. Oui, nous avons Martine avec l'action FINS qui est dans le Brabant wallon. Donc, c'est deux sensibilités, les sensibilités politiques différentes. Et nous avons l'Union des femmes africaines qui se trouve au cœur de Bruxelles même. Donc, cette trilogie-là aussi, une façon transversale d'aborder cette problématique-là, avec toutes les femmes issus de l'immigration particulièrement subsaharienne. Nous avons voulu vraiment, au niveau de l'entonnoir, cibler notre population cible et revendiquer vraiment les problèmes issus de notre population. Merci à nouveau, en tout cas, d'avoir accepté d'être présente sur ce plateau à quelques jours seulement de la tenue de ce colloque de femmes africaines au Parlement européen. Beaucoup de préparatifs et vous avez eu des partenaires. Alors, il est important de rappeler que la directrice de la division des droits des femmes à Genève, au siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui est donc Madame Isha Difan, vous accompagnera dans cette rencontre? Oui, en effet. Donc, c'est l'occasion aussi, nous permet également de lui dire merci. Elle a outrepassé tous les protocoles qu'il fallait pour pouvoir être présent ce jour-là. Donc, elle est là en tant que reporter de l'ONU. Donc, tout ce qui sera dit, toutes les recommandations seront suivies. Et on aura vraiment la certitude, on a la certitude qu'on aura des réponses, et des réponses favorables par rapport à notre revendication en tant que citoyen, en tant que communauté, en tant qu'association, en tant que femme, parce que là aussi, c'est un réel combat. Lutter pour la discrimination de race, la discrimination de genre, est l'une des particularités de la femme africaine qui doit lutter malheureusement sur les deux fronts.
C'est l'occasion aussi pour vous qui nous regardez de faire remonter vos doléances puisque ce colloque se tient dans quelques jours seulement. Vous avez le temps de prendre en compte peut-être ce que nous diront les téléspectateurs, les téléspectatrices afin de faire remonter l'information plutôt que de rester dans sa chaumière à ne pas être content de ce qui se passe autour de soi. Est-ce que vous avez le sentiment de faire cette démarche au Parlement européen en faveur de toutes les femmes de la diaspora, bien qu'elles ne soient pas toutes en Belgique comme vous ? Oui, ce mouvement a voulu, surtout ce colloque, nous avons sensibilisé les associations venant de toute l'Europe. Donc, il y a certains qui ont répondu favorablement, nous leur disons merci. Et certains qui hésitent encore, on espère que d'ici vendredi, elles se manifesteront. Et je vais dire que ce mouvement, nous voulons sortir de la victimisation. Nous ne sommes pas que des femmes ayant subi de l'excision, nous ne sommes pas que les femmes ayant subi de la polygamie. Et quoique la polygamie, ça permet qu'on ne se jette pas sur les femmes des chambres après. Nous ne sommes pas une société hypocrite. Encore donc voilà, c'est quand on dit on vient de l'Afrique, on a souffert, on a machin. Non, non, non. Nous avons choisi d'immigrer. Donc l'immigration, ça peut être aussi un choix. Ça ne peut pas être seulement une fuite. Donc, c'est aussi une revendication. Oui. Parce que quand on sort de ce cadre de lamentation, on devient très vite impertinente. Et c'est ça le problème. Nous devons nous mobiliser pour avoir un discours commun. Et c'est comme ça qu'on peut, notre revendication, créer un cahier des charges et vraiment imposer aux politiques notre vision du monde, notre vision de l'intégration, aussi une façon d'affirmer sa citoyenneté. À l'affiche de ce colloque international, vous avez fait le choix de planter le décor avec 3 femmes donc, qui ont été nommées prix Nobel de la paix. Pourquoi ces 3 femmes ? Donc, quand je vous parlais du cadre de ce colloque, je vous ai parlé d'abord du cadre objectif qui était l'année européenne du volontariat et l'année internationale des personnes d'ascendance africaine. Nous avons aussi ce cadre subjectif qui est la nomination de 3 femmes du tiers-monde comme prix Nobel de la paix 2011. Ceci est un signe fort. Non seulement on voit qu'il y a quand même un changement au niveau du regard international. Et parmi ces 3 femmes, vous verrez que le parcours est très, très divergent et diversifié. Nous avons Madame Hélène, qui est présidente du Libéria. Johnson Sirleaf. Oui, et nous tombons avec la deuxième femme du Libéria, qui est une travailleuse sociale, donc qui n'a que pour fonction travail social. Donc, une reconnaissance au niveau d'une fonction qu'on les aide, c'est quand même, je crois, une première là, dans cette nomination-là. Nous avons aussi la journaliste yéménite, une femme qui est très engagée pour la cause et les droits des femmes. Donc, je crois que tous ces éléments-là ne sont que favorables à ce colloque qui, j'espère, va attirer beaucoup de monde et beaucoup de Français, parce que nous savons que les revendications, généralement, viennent d'ici. La Belgique aussi s'élève et vous suit. Nous avons au téléphone Madame Wiesmann qui n'a pu être présente sur ce plateau, mais sa participation au téléphone tombe à point nommé. Bonjour Madame. Bonjour Lydie. Merci d'être présente avec nous dans cette discussion, de prendre un peu de votre temps d'organisation. Je sais qu'à quelques jours, le temps court vite et les choses à faire se bousculent. Cependant, je tenais à vous laisser vous exprimer à l'endroit de tous nos téléspectateurs sur la tenue de ce colloque au Parlement européen. Merci surtout de me passer la parole. Je tiens à féliciter votre mission qui m'a permis à moi personnellement d'ouvrir une rencontre entre les femmes exclues des marchés populaires du Cameroun et d'autres parties du monde occidental. Voilà, je voulais simplement intervenir en direct parce que je n'ai pas pu être effectivement présente sur le plateau pour des raisons organisationnelles. L'idée d'organiser ce colloque dans l'agora des temps modernes est née d'une révolte des femmes migrantes et plus singulièrement des femmes migrantes de l'Afrique subsaharienne qui recherchent à avoir la parole dans les institutions sacrées comme l'institution européenne. Il faut savoir que ces femmes aujourd'hui, lorsqu'on prend les données objectives, statistiquement parlant, sont les femmes les plus frappées par les marginalisations, par les discriminations, aussi bien politiques. Regardez la représentation de ces femmes au niveau des instances politiques, au niveau économique. 85% des femmes d'origine migrante vivent en dessous du seuil de pauvreté, dans la précarisation, dans la paupérisation. Voilà les éléments qui nous ont conduits, qui nous ont
pousser à créer une synergie forte, une synergie déterminée autour de ces problématiques réelles. Je vais encore donner un chiffre, Lady. Oui. 75%, ça veut dire 75% des femmes africaines travaillent en Europe dans ce que j'appelle les emplois sociaux dits de tension. 2C, care and clean. Est-ce responsable? Est-ce que c'est cette manière-là qu'on va nous intégrer dans le champ du développement? Aussi bien dans le champ du développement productif, économique, politique, nous pensons que non. Nous avons le droit aujourd'hui, non seulement de revendiquer notre espace, notre rôle de citoyen, de femmes actrices du développement, mais surtout, c'est un espace pour nous-mêmes provoquer les changements, exiger et imposer les changements. C'est dans ce cadre-là que Mme Pitnoy, Mme Eboko et moi-même avons décidé de faire appel à vous, de faire appel à toute la diaspora féminine autour de ce projet, qui, je vous le rassure, ne sera pas simplement un projet comme ce qu'on voit habituellement. Feu de paille, c'est un projet qui est inscrit dans un chantier de plaidoyer à moyen et à long terme. Nous allons interpeller les politiques. Nous allons interpeller les politiques au cœur des institutions européennes. C'est très symbolique pour nos femmes africaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Wiesmann. Nous sommes encore ensemble pour au moins une petite heure. Vous aurez le loisir, si vous le souhaitez, de réagir à nouveau, notamment à ce que nous diront nos téléspectateurs. Je le rappelle, peut-être de la matière aussi pour vous à faire remonter dans le cadre de ce colloque international au Parlement européen. Je vous laisse aussi le soin de nous rediriger, Madame Chantal Eboko, co-organisatrice de cet événement. Alors, les hommes dans tout cela, quand on voit comment les femmes sont actives, comment vous êtes poignantes dans ce que vous dites dans vos revendications, est-ce que ce sont des revendications de femmes seulement, ou est-ce que quelque part ces revendications vont se superposer avec les attentes des hommes de la diaspora? Je crois qu'il n'y a pas deux types de migrants, dont les femmes et les hommes migrants sont des migrants. Je veux dire que la problématique de la femme migrante est un peu plus lourde parce qu'elle doit aussi lutter sur le champ de la problématique liée au genre. Mais sinon, nos revendications, les hommes s'y retrouvent parce que nous avons le même problème, si ce n'est que plus, quoi. Donc, je crois que ce n'est pas une revendication singulièrement pour les associations de migrants ou de la femme migrante, mais des migrants tout court. Dans le cadre de ce colloque, il y aura donc des intervenants, parmi lesquels des hommes. Je voudrais nommer là le professeur Essoé Lamé, qui est le directeur du laboratoire d'études postcoloniales du développement durable et de l'interculturalité. Est-ce que le regard d'homme, et on a d'autres monsieur aussi, monsieur Sven Hertz, est-ce que le regard d'homme dans des travaux comme ceux-là permet quand même d'affiner la demande? Oui, non pas seulement le regard d'homme. Notre choix s'est fait avec des experts. Nous sommes allés chercher des experts où ils se trouvaient. Le professeur Esso a quand même une certaine expertise dans la problématique de l'interculturalité et la problématique de la migration. Nous avons monsieur Richard Wiesmann, que vous venez de citer, qui est le directeur de l'Organisation internationale des migrants, donc qui a sa responsabilité, la problématique liée à la femme migrante. Oui. Nous avons monsieur Steven Hertz, qui est un consultant qui a travaillé beaucoup sur la problématique de la migration et le lien entre institutions et migration. Donc, voilà, ces experts, nous partons avec ce regard d'expertise pour pouvoir non seulement trouver des solutions ou des perspectives à nos problèmes, mais surtout bien ficeler ce plaidoyer qui sera remis à Mme Difan, qui ramènera cela à l'ONU. 01 45 55 76 87, c'est notre numéro de téléphone, mesdames et messieurs. Vous avez, vous aussi, des doléances, des choses qui vous préoccupent dans votre quotidien, que vous voulez faire remonter. S'il faut qu'il y ait une amélioration, il est important certainement pour la diaspora africaine de ne plus simplement prendre compte du pays d'accueil dans lequel elle vit, mais de penser à l'échelle européenne, puisque c'est là aussi que même pour les nationaux d'origine européenne, les choses se décident.
Oui, en effet. Donc, si nous avons voulu deux entrées, dont l'entrée au niveau européen avec Madame Durand, qui, nous disons aussi merci, qui est vice-présidente de ce Parlement et qui a été longtemps ministre au niveau de la Belgique, et c'est elle qui parraine, enfin marraine ou parraine ce colloque. Oui. Donc, cette entrée au niveau européen et Madame Difan, cette entrée au niveau international, et quand même, nous avons voulu multiplier nos chances. Et quand on regarde au niveau des pays anglo-saxons, on voit que les migrants ont plus de chances. On ne regarde pas la couleur de la peau avant de donner la responsabilité à quelqu'un. C'est les compétences qui priment. Je crois qu'en partant de l'extérieur pour arriver dans le pays d'accueil, on a plus de chances. Ne pas se cantonner dans son propre pays, parce que souvent des revendications ou des interpellations sont lettres mortes. Un appel, vous êtes en Normandie. Madame, bonjour. Oui, bonjour Lady, je suis Madame Pevrin, je vous appelle de Normandie. Je vous félicite une fois de plus pour votre excellente émission. La thématique de ce matin m'interpelle particulièrement. Nous voici au niveau européen. Je félicite votre invitée très fortement, Madame Huisman aussi, parce que voici des femmes dynamiques, innovatrices qui ont compris que désormais nous devons sortir du bois et présenter nos problèmes, si on peut appeler ça problème, mais présenter notre vie, notre avis, donner notre avis, souligner, faire nos propositions au niveau européen. Elles sont fortes parce qu'elles dénoncent la déformation, le dévouement des propos, parce qu'en effet, l'année des migrants africains a été transformée en France par l'année d'outre-mer. C'est une falsification redoutable qui a découragé beaucoup de ressortissants africains. Et lorsque nous avons des femmes comme ça qui sont sur le pont et qui dénoncent cela, nous devons les féliciter et les soutenir. Parce que voyez-vous, nous découvrons cela très tardivement, à la fin de l'année, parce que l'appellation avait été falsifiée, donc on n'a pas pu se mobiliser comme il le faudrait et on aurait dû. Je félicite votre invité, je félicite Madame Huisman. Vous êtes jeune, continuez à aller de l'avant parce que le combat est terrible. Et effectivement, ce que j'apprécie aussi dans leur démarche, c'est qu'elles dénoncent et nous incite à éviter la victimisation dans laquelle on nous place en permanence, de toujours parler de l'excision, des femmes battues, de la polygamie. Non, nous sommes des femmes battantes, innovatrices, nous avons des idées qui sont nécessaires même à la civilisation mondiale d'aujourd'hui, telle que l'Afrique a toujours été depuis la nuit des temps. C'est à nous de nous débarrasser de ces appellations qu'on nous colle sur le dos, c'est à nous de dire ce que nous avons à dire. Bravo, continuez, le combat est intense, mais nous y arriverons. Merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci. Alors, quelquefois, vous sortez de la forêt des contes, vous nous dites de sortir du bois. Effectivement, le partenariat ou plutôt la mutualisation d'expériences avec des femmes qui ne soient pas seulement en Belgique et qui soient partout en Europe et peut-être aussi avec les femmes du continent, finalement, vous permet de garder les pieds ancrés dans une réalité culturelle qui est la vôtre. En effet, oui, et surtout une revendication légitime. Et comme pour répondre à Madame, j'aimerais quand même lui dire qu'il n'est jamais trop tard. C'est vrai, je remercie déjà pour son intervention. On a encore un mois. Et je crois qu'on peut encore se mobiliser et bien se mobiliser pour faire notre rapport pour cette année. Pour que ce ne soit pas une année qui est passée inaperçue, qui a été falsifiée et qu'on se dit, oh là là, on a perdu. Non, il n'est jamais trop tard. On peut quand même justifier cela en faisant nos rapports tardivement, en disant qu'on a été au courant un peu, on n'a pas été au courant. L'information n'a pas circulé. N'a pas circulé. Donc, il y a encore un mois, le mois de décembre. J'appelle les associations à se mobiliser, à faire des colloques, des manifestations pour cette année des personnes d'ascendance africaine. Et fédérer d'autres opinions, fédérer d'autres sensibilités, comme les femmes peut-être autochtones, et quand même un cadre agréable pour dire qu'on ne vient pas seulement casser la baraque. Mais bon, c'est ensemble que l'on portera quand même les revendications les plus faibles au niveau des institutions, parce que Madame Durand, qui est eurodéputée, a quand même a besoin de la matière pour présenter ses dossiers au niveau européen, les lignes directives sont généralement basées sur les revendications de la population, et les politiques, normalement, je dis normalement, devraient prendre en compte les interpellations comme la nôtre.
01 45 55 76 87. Mesdames, si vous êtes au Congo démocratique, que vous allez voter, prenez le temps entre deux voyages vers les urnes pour pouvoir nous donner vos points de vue aussi, parce que cette discussion concerne les femmes du monde entier. Est-ce que dans l'acte civil qui est celui de voter, les femmes qui sont en Belgique, les femmes qui sont en Europe, s'approprient vraiment cette responsabilité civile? Est-ce qu'elles le font? Est-ce qu'elles vont vraiment aux urnes? Parce que c'est aussi là que les choses peuvent bouger. Oui, normalement, la population doit aller voter. Je dois quand même un peu signaler qu'actuellement, quand les femmes vont voter, c'est un acte banal, on va voter, c'est normal, on vote. Le candidat du mari, quelquefois? Oui, je dis, derrière cet acte-là, se cache le combat des féministes, comme Simone de Beauvoir, Cathy Jenki de l'Allemagne. Donc, ce sont des femmes qui se sont battues pour que les femmes puissent donner leur opinion, puissent voter. Et nous devons aussi prendre l'exemple de ces femmes-là, nous battre pour que demain, nos enfants, nos arrière-enfants ne passent pas sur le même chemin que nous sommes en train de passer là. Donc, voilà. Comment allez-vous faire pour pouvoir convaincre les femmes et les hommes? Parce que souvent, il y a un désarroi, on se dit à quoi bon y aller, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Est-ce que ma petite participation, deux petites bonnes femmes, va vraiment permettre de révolutionner le monde? Il y a ce désarroi, il y a cette lassitude, cette résignation des populations, encore une fois, féminines et masculines. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour les motiver de façon définitive? Parce que la population de la diaspora, notamment, vit beaucoup dans l'émotion. Quand il y a un événement au dehors, tout le monde est vraiment sous le feu de l'action, mais ça retombe très vite. Que faire pour que ce soit durable? Oui, je crois que l'afro-pessimisme dont vous parlez ne date pas d'aujourd'hui. Et nous sommes une culture de frustration, de victimisation, l'esclavage, la colonisation, on a subi tout. Mais je crois, en se levant, en disant que peut-être stop, et que nous aussi, nous sommes des citoyens, et que nous pouvons porter haut notre voix et être unis derrière une revendication. C'est ça le problème. C'est où les Arabes nous ont dépassés. C'est vraiment aller collégialement vers une même ligne, vers une même direction, avoir le même discours. Nous avons fait une conférence de presse concernant ce colloque. Les journalistes présents nous ont interpellés. Notre population ne se mobilise que quand il y a des fêtes. Vous êtes une population de fêtes, vous êtes une population de distractions, dont vous ne pourrez jamais arriver à une revendication. Les gens sont trop distraits pour pouvoir suivre. Nous avons eu honte et nous sommes sortis. Nous avons tapé le tambour, que venez écouter ce qu'ils disent, et c'est la vérité. Donc, merci de venir taper le tambour à ce sujet ici aussi, en espérant que cela va permettre à chacun de faire un examen de conscience. Vous êtes à Lyon, madame, bonjour, vous avez la parole. Allô. Monsieur, pardonnez-moi, arrêtez votre téléviseur, on s'entendra mieux. Oui, allô, je voulais vous demander, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Oui. Nous vous écoutons. Là, je voulais vous poser une petite question, là. Et quel est le problème qu'il y en a dans le pays noir, Afrique, et même chez moi, antillais, parce que je suis antillais. Oui. Je voulais vous demander, parce que là, je vois qu'il y en a pas mal d'étudiants qui sortent dans leur pays, en Afrique, et à Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans l'Afrique entière. C'est des gens qui sont venus ici en France pour apprendre, pour donner des idées au peuple de l'Afrique. Quand ces gens-là terminent leurs études comme ça, ils ont eu certaines expériences qu'ils ont apprises ici. Pourquoi eux, ils restent en France, ils ne vont pas aller donner force au pays, ils restent en France. Il y en a quelque chose qui gêne au pays, il y en a quelqu'un qui met le bâton au roue devant les jeunes, parce que les jeunes, ils ont quitté leur pays, ils ont venu pendant plusieurs années pour apprendre, pour donner des idées, de vivre comme ça au pays, et quand ils terminent leurs études, ils restent là. Et vous pouvez me dire exactement le problème, pourquoi que de vivre en France environ 2 ans à 4 ans, au lieu de partir au pays pour donner le savoir-vivre qu'ils ont appris ici, ils restent ici pour faire quoi?
Merci, merci monsieur. Monsieur est donc afrodescendant, hein, antillais, nous disait-il. Je résume sa question. Pourquoi est-ce que la jeunesse, notamment lorsqu'elle vient en Europe pour étudier, ne repart pas une fois ses études terminées? C'est la question aussi d'actualité tout au moins en France. Qu'en est-il en Belgique d'ailleurs? C'est la même chose. On parle d'ailleurs de la fuite des cerveaux. Donc c'est aussi une forme d'esclavage. Donc avant, on nous amenait avec des chaînes. Maintenant, c'est plutôt les compétences qui sont transférées. Ces problèmes-là, nous voulons également le dénoncer, pas pour les gens qui restent. Il y a moyen de faire rentrer des gens avec des salaires et des contrats de valorisation, des contrats... Parce que quand on parle de développement, la plupart des ONG qui travaillent en Afrique, ce sont des ONG qui ne connaissent pas le contexte culturel. Nous avons l'avantage de connaître le pays, nous avons l'avantage de connaître la culture. Nous avons eu des compétences au niveau dans les universités ici. Mais quand on voit des programmes qui sont formatés dans notre continent, qui sont en inadéquation avec le problème de la population, on voit que nous sommes là. Ce n'est pas qu'on a du travail. Ces organismes-là savent, ils savent ce qui se passe. Et 75%, chez nous on dit 75%, ici en France c'est 75% des fonds dédiés au développement reviennent sur les salaires des consultants. Et ça, c'est aussi un appel, parce que nous revendiquons le développement de notre continent. L'Afrique se développera avec tous ses fils. Et je ne crois pas l'Occident qui viendra développer l'Afrique. Nous revendiquons aussi le co-développement, l'implication de la diaspora dans le co-développement. Nous avons quitté le pays, c'est pour des raisons, comme monsieur dit, peut-être économiques ou des guerres, mais nous, qui n'envoie pas les Western Union? Qui n'envoient pas des Western Union. Beaucoup d'associations sont des OSIM, donc des associations, des organisations internationales issues de l'immigration. Donc pour dire que cette problématique de développement est quand même très intégrée dans la conscience de certaines associations. Et bon... Et de la légitimité alors des individus à faire le choix de s'installer dans tel ou tel lieu de vie finalement? Oui, parce que le monde est un village. Quand on voit... Attendez, quand je suis du Cameroun, il y a beaucoup d'Européens au Cameroun. On les appelle les coopérants. Hein. C'est nous qu'on appelle ici les migrants, donc les immigrés. Donc d'abord, le monde est un village. Tout le monde est libre de circuler, de rester où il veut. Donc, et puis, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la liberté. Donc, la liberté aussi de circuler. C'est vrai que les pays occidentaux, les pays riches, mettent des barrières ou des balises pour que ces droits ne soient pas respectés. Pour en revenir à ce discours, vous dites parler d'un même discours parce que c'est cela-là que les choses ne vont pas. Mais la migration a en elle la nature de l'ethnicité. Et je viens de tel endroit et tu viens de tel autre endroit. On ne vient pas du même village. Donc c'est difficile quand on est dans cette balkanisation de fait de pouvoir avoir un discours identique. D'aucuns voudraient faire un puits à tel endroit, d'autres pour lesquels la question de l'eau ne se pose pas de la même manière. Nous ne voudrons pas privilégier d'avoir un puits, voudront d'autres infrastructures. C'est assez difficile de parvenir à un résultat et d'avoir le même discours. Est-ce que ça ne fait pas aussi le jeu, le clientélisme des bailleurs de fonds internationaux notamment? Oui, en effet, donc pendant que le monde se globalise, l'Afrique se divise de plus en plus, ça c'est un fait qui ne nous arrange pas et qui ne porte pas le combat que l'on revendique. Et je vais dire aussi que en lisant Aimé Césaire et Fanon et les autres, on voit que tant qu'on ne sera pas en accord avec la problématique de l'identité noire ou bien l'identité africaine ou je ne sais pas trop quoi, il n'y aura pas de discours unique. Quand il parle de l'immigration, il dit que c'est plutôt la négritude, des ghettoisations. Ceux qui vont accéder à un statut social favorable vont se couper du reste. Quand on parle des Afro-Antillais, il a parlé d'une négritude de frustration. Oui, il a parlé d'une négritude de frustration. Ils ont puisqu'ils ont été, ils ont été déportés par l'esclavage. C'est plutôt une autre vision de la négritude. Et quand on parle alors des Afro-Américains, ils ont aussi une autre conscience de l'identité noire. Donc là, on n'a pas encore trouvé une identité noire. C'est plutôt, je crois que c'est plutôt sur des revendications. Les revendications, par exemple, des Antillais ou des Afro-Américains ne sont pas les nôtres, forcément. Donc, ce qui est certain, mais alors de l'identité, de la recherche, c'est du tâtonnement par rapport à l'identité noire et du non-tâtonnement par rapport à l'identité féminine.
signe qui n'est pas à remettre en question, puisque de toute façon, on ne peut que le constater. Est-ce que ce n'est pas par la nature des femmes, par le statut des femmes que les choses vont avancer, pendant que du fait d'être noire d'ici, de la Caraïbe ou d'ailleurs, on tâtonne encore? Oui. Quand on revient sur la problématique des femmes, et surtout du genre, je voudrais un peu, bon, peut-être on a le temps. Nous sommes là pour cela, nous avons le temps. Oui, donc je voudrais un peu revenir dans les fondamentales, dans la Bible même, qui régit d'abord notre pensée et qui est quand même un livre de morale. Quand on voit la position de la femme dans la Bible, elle est vraiment... Tout commence par, au commencement, Dieu créa l'homme. Ça, c'est le premier point où c'est vraiment discriminant. Parce que la terre appartient aux premiers occupants. Il fallait bien qu'il commence par l'un ou l'autre. Oui, donc voici une première discrimination. Et puis, ce qui est grave, dans mon sens, c'est que on dit, quand Adam s'ennuyait, Dieu trouva bon. C'est le mot ennuyé là. Donc, heureusement qu'il s'est ennuyé, sinon la femme n'aurait pas existé. Mais ne dit-on pas que Dieu souverain en toutes choses sait où il allait dans son plan? Et troisièmement, je vous assure que c'est effrayant, c'est que, bon, je crois en Dieu, mon papa est même pasteur. Et troisièmement, comment est-ce que la femme est créée? De la côte, donc un produit de substitution. Et quatrièmement, le plus grave, c'est que quand Adam mord la pomme avec ses 32 dents, on ne dit pas qui a mordu la pomme, qui a donné la pomme. C'est elle. Tu enfanteras, dont la femme porte le péché originel. Et non, la femme, et puis quand on regarde dans la Bible, la femme existe à travers toujours les hommes, la mère d'Abraham, la mère de Jésus. La seule qui porte son nom, c'est Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce qu'elle est une prostituée. J'ai dit, la femme, le combat féminin et le combat de l'égalité, c'est un combat fondamental, un combat qui perdurera. Que ce soit au sein des migrants. D'ailleurs, chez nous, l'égalité homme-femme est encore une illusion. Bon, j'ai dit que c'est vraiment un combat légitime pour l'égalité homme-femme. Notre invité du jour nous donne sa perception du rôle de la femme et de l'homme selon les Écritures saintes. Vous avez certainement d'autres points de vue, une autre façon d'aborder cela. Je voudrais que nous parlions des difficultés que vous avez eues pour réaliser ce colloque, organiser ce colloque à l'international au Parlement européen. Vous êtes arrivé avec vos jolies coiffures et en disant, voilà, nous avons de l'énergie, nous voulons faire quelque chose. Est-ce que c'est évident pour toute association de femmes, pour un collectif d'associations de femmes, aussi nombreuses qu'elles puissent être, d'ailleurs, combien êtes-vous en chiffres, pour pouvoir rentrer dans une institution comme celle-là? Oui, je te dis qu'au départ, nous avons été un peu naïves. Je vais dire ça comme ça. Parce que tout ce que j'ai dit sur ce plateau, on l'a mis sur papier. Oui. On ne peut pas venir dire aux gens, on vient chez vous revendiquer ceci, revendiquer cela. Ce qui fait que on a entré les demandes de subsides un peu partout qui ont été refusées. Parce que c'était quand même... bon, ça me fait rire parce que, non, sur le plan économique, la liberté vient aussi par l'indépendance économique. Et tant que, comme les Juifs, comme les Chinois, on ne parle pas d'intégration quand il s'agit des Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de problème économique. Ils ne viennent pas demander de travail. Ils se sont créés une égérie économique et c'est comme ça qu'on les respecte. Idem pour les Juifs qui ont aussi subi beaucoup de traumatismes et des discriminations dans le monde. Dès qu'ils ont eu un pouvoir économique, ils ont quand même, on écoute ce qu'ils disent. Chez nous, le problème, c'est qu'on a des difficultés économiques et c'est ce qui enfreint aussi les interpellations, les revendications. Donc, quand on demande des subsides pour faire des fêtes, on a tout de suite des salles libres, on nous donne tous les fonds possibles et inimaginables. Mais quand on sort de ce carnaval-là, c'est là où on trouve la difficulté, on trouve beaucoup de problèmes. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons cru à notre projet. Nous sommes allés toquer les portes qui se fermaient. Et je crois que il y a 2 semaines, presque toutes ces portes sont ouvertes parce qu'ils ont vu notre détermination, notre acharnement et surtout le mouvement qui s'est relié derrière. Citoyennes, citoyens, pourquoi êtes-vous actifs seulement quand il y a de la musique à boire et à manger? Pourquoi êtes-vous plus modérés quand il y a le désengagement ou immédiatement on ne gagne peut-être rien et c'est une lutte au long cours? Vous parlez de génération après la génération des enfants qui viendront. Est-ce que c'est si loin le résultat de toutes ces énergies-là?
Oui, je crois que tout combat se gagne sur la distance. Et bon, on est aussi dans une conscience de suivi qui fait qu'on voudrait tout de suite les résultats ponctuellement et actuellement. Non, j'ai dit c'est dans la résistance, j'appelle ça, c'est une forme de résistance. Et dans cette résistance, d'abord changer le discours politique, parce que quand je vois la télé, c'est toujours les femmes qui ont fui la guerre, c'est les femmes machin. Non, c'est se positionner comme acteur de développement et regarder les interlocuteurs dans les yeux et dire que non, nous sommes des acteurs de développement, nous ne sommes pas des victimes du monde. Et donner aussi notre point de vue, parce que toute politique qui se fait sans collaboration ou sans concertation avec la population cible est forcément en inadéquation avec ses besoins. Quelles sont les urgences aujourd'hui pour les femmes qui sont en Belgique, les femmes africaines? Comme disait Madame Huisman tout à l'heure, c'est que nous sommes cantonnés dans 2 métiers. Clean and care, comme elle vient de dire. C'est-à-dire l'aide à la personne, oui, et le ménage. Les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Et c'est comme ça, c'est catégorique. Les gens ne réfléchissent plus. Hein. Les autres facultés sont presque vides parce que les gens se concentrent sur où ils auront le travail. Je crois que le premier problème, on sort en Belgique des assises de l'interculturalité qui a duré 2 ans, je crois, et qui a mobilisé presque 1 million d'euros dans le fond. Et le problème, c'était de faire un rapport qui devait émaner les lignes directives pour pouvoir mieux intégrer les minorités. Mais nous avons on a subi un tapage pendant 2 ans. Ce qu'il en est sorti, c'est que oui, la jeune fille peut porter le voile à partir de la... Vous voyez comment les gens... Franchement, j'ai été effrayée quand on a donné les conclusions de ces assises. Notre problématique, ce n'est pas lié à une idéologie religieuse. Je considère que certains ont cette revendication-là. Et que la jeune fille puisse porter le voile en classe de 4e ou 5e, je ne vois pas trop l'impact sur nos revendications. Et qu'on puisse nous accorder des congés pour pouvoir aller dans notre pays d'origine. Ça, c'est vraiment... C'est dérisoire par rapport aux attentes. Non, ce sont les politiques que je nomme de diversion. Parce que là, franchement, c'est de l'hypocrisie. C'est même... c'est de l'hypocrisie. C'est le manque de considération vis-à-vis des personnes qui ont cru à ces assises-là. Donc, la problématique actuelle des migrants, de la femme migrante, c'est l'ascension au poste des décisions. Quand on arrive à un niveau... on est bloqué systématiquement. Dans la conscience des personnes, ils n'acceptent pas de donner un poste de responsabilité à des femmes noires, à des femmes généralement, et des femmes noires en plus. Donc, sachant que peut-être les femmes elles-mêmes, noires ou blanches ou jaunes, ne vont pas forcément aller au-devant aussi de certaines responsabilités pour d'autres raisons. Monsieur, bonjour, vous êtes à Rennes, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup Lady. Votre émission elle est très très bonne et vous avez un très bon comportement. Je voulais répondre au monsieur qui vient de poser la question tout à l'heure, parce que je sais qu'il n'était pas satisfait pour la question. Le problème de retour des Africains en Afrique qui sont venus en France, qui ont pris de l'expérience, tout Africain voudrait un jour rentrer en Afrique. C'est chez nous, on ne va jamais abandonner l'Afrique. Mais le problème, les jours où on va décider tous de rentrer, c'est le jour où la France pourra fermer toutes ses ambassades en Afrique. Je vous donne l'exemple des copains qui est avec nous ici, qui voulaient aller en Côte d'Ivoire, en vacances. C'est sa femme qui lui a dit à Côte d'Ivoire que ce n'est pas le moment pour venir en Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous demander aux Africains de rentrer en Afrique après l'expérience qu'on a prise ici, dans des circonstances où la France mène la danse en Afrique? Nous aimerions tous rentrer, c'est chez nous. Mais le problème, c'est que la France officielle nous met les bâtons dans les roues et que les Français qui sont quand même, qui ont le droit de rester chez eux paisiblement, tranquillement, sans une immigration à ce niveau où on est aujourd'hui, les Français, ils ne connaissent rien du tout. Et c'est la France officielle qui nous met les bâtons dans les roues. Le jour où la France officielle va fermer les ambassades en Afrique, nous allons tous rentrer et on aimerait rentrer. Merci, merci monsieur.
Alors, sur cette question d'interculturalité, hein, monsieur parle là aussi du vivre ensemble. Vous avez fait allusion à cette rencontre sur l'interculturalité qui s'est tenue en Belgique. Quand on sait déjà qu'à l'intérieur de la Belgique même, vous parlez des autochtones, donc des populations qui sont là, il y a ce tiraillement entre les Wallons et les francophones, en quelque sorte. Est-ce que, monsieur, ce qu'il nous dit là est légitime finalement? Que faites-vous de celle des personnes qui voudraient rester dans tel ou tel lieu comme tout individu finalement? Est-ce que tout le monde est amené à forcément repartir dans son pays d'origine? C'est comme je venais de dire, j'ai dit que le monde était un village et que tout le monde est libre de vivre où il se plaît. Je vais dire ça, c'est comme ça. Bon, si le contexte, comme monsieur le dit, si peut-être le contexte économique où les jeunes, le taux de chômage est de 75%, je veux bien croire qu'un jeune qui a fait 5 ans d'études laborieuses ne rentre pas mettre son diplôme dans les tiroirs dans un pays. Et pour parler de la Belgique qui est foncièrement et fondamentalement communautaire. Donc, c'est pour ça que nous revendiquons aussi la communauté subsaharienne dans nos revendications. Actuellement, nous n'avons pas de gouvernement en Belgique et ça montre qu'on peut avoir des distensions, on peut avoir des désaccords, mais on arrivera toujours à trouver un consensus. Mais on voulait aussi qu'ils intègrent dans leur problème communautaire le problème de la communauté issue de l'Afrique subsaharienne, parce que ça aussi, c'est un problème réel. Nous sommes avec vous, madame, au téléphone. Vous êtes à Paris. Nous voulons vous entendre sur la présence des femmes africaines au Parlement européen. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je vous appelais, je remercie la sœur qui est là à l'émission là pour la présentation des femmes africaines en France, enfin en Europe, à ce que je sache. Ce que je ne sais pas, comme elle a si bien dit, comme vous avez dit depuis le début, il y a l'information qui n'est pas passée. Parce que ici à Paris, nous avons l'association des femmes patriotes qui marche tous les jours, presque tous les week-ends, qui revendiquent, qui manifestent. Mais nous n'avons jamais eu vent de ce colloque qui se tient en Belgique. Alors je voudrais savoir comment ça se passe et le pourquoi, parce que c'est quand même, les femmes patriotes sont quand même connues sur la place publique ici en France. Parce qu'à chaque fois que nous marchons, je pense que c'est répercuté. Même si les médias français ne veulent pas faire passer ça à la télévision, mais il y a eu beaucoup. Le bouche à oreille marche. Donc les femmes patriotes sont toujours à l'écoute de voir qui c'est qui vient vers eux et qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire. Et toutes nos revendications aussi pourraient rentrer dans le débat du colloque qui se passe actuellement en Belgique, pour lequel nous ne sommes pas au courant. Alors, voilà, mon inquiétude, elle est là. Parce que nous, nos revendications, on a comme l'impression que ça passe dans le vent. Mais alors, madame, justement, est-ce que vous seriez disposée, je vous lance l'invitation devant tout le monde, à venir sur le plateau, justement, tout autant que vous êtes, à faire état, à faire connaître votre mouvement pour celles qui ne le connaissaient pas et ceux qui ne le connaissaient pas d'ailleurs. Merci de nous adresser un mail à l'adresse @telesud.com, @telesud.com pour que nous puissions organiser cela et faire connaître votre démarche auprès du grand public, auprès des gens qui sont même à l'extérieur. Et nous comptons vivement sur votre présence. Sinon, vous pouvez laisser votre contact à notre régie. Alors, justement, de ces actions isolées, vous avez là parlé d'un triangle, les femmes du Hainaut, les femmes de l'association FINS et une autre association encore. Comment font les femmes pour avoir une dynamique collective, parce que chacune travaille un peu courbée sur son guidon, je vais y arriver. Chacune est sur son guidon courbé, ne lève pas forcément la tête parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations. Comment faire pour ne pas perdre le nord, pour être toujours ensemble? Et puis il y a ce que l'on dit souvent, que les femmes ne s'entendent pas quand elles veulent réaliser quelque chose, qu'il y a une concurrence, bien plus qu'il y aurait de la concurrence parmi les hommes. Oui, en effet. Donc, notre malheur, c'est que on revendique la même chose. Au fond, c'est comme ça. On revendique la même chose. Mais les associations de femmes, et particulièrement de femmes migrantes, travaillent dans la compétition et non dans la collaboration. Et je crois que tant qu'on n'arriverait pas à
trouver un moyen, des voies et des moyens pour travailler ensemble, pour revendiquer ensemble, pour avoir le même discours, on ne nous écoutera pas. Quand Paul ou Janine viennent dire que c'est A, Jeannette vient dire c'est B, attendez, les politiques aussi disent qu'ils sont dépassés parce qu'on n'arrive pas à avoir une ligne directive. On ne pas dans ce sens. Et ça se passe comment? Et on crée des cadres, des fédérations qui vont porter. Et je crois qu'au niveau politique, on pèse aussi par le poids de la représentativité. Donc si on est plus nombreuses, on aura plus de percussions, comme l'ont fait les Arabes. Ils ont pu se structurer, avoir des institutions qui sont devenus des partenaires politiques, des partenaires institutionnels. Et leurs cahiers des charges sont respectés et pris en compte dans les politiques. Je crois, madame, que c'est vrai que nous aussi, en Belgique, on n'était pas au courant de votre mouvement. Et ici, en France, et à Paris, nous avons contacté plusieurs associations de femmes migrantes, dont les marraines de la République. Il y a encore une association, je crois que c'est de Kadiatou Diallo, le FEDEB. Donc, on ne savait pas contacter tout le monde. Donc, voilà. Mais il n'est pas trop tard, madame, de venir au colloque le 2 décembre et de participer avec nous à cette revendication commune dont vous avez reconnu à l'intérieur. C'est l'occasion pour vous aussi qui nous appelez de nous faire prendre connaissance de vos structures. Si vous voulez être au moins affilié à des dynamiques comme celle-là, parce qu'à travailler toute seule sur son établi, on a vite fait le tour de la question et on en voit vite les limites. Seront présentes aussi IFAFE, Initiative des femmes africaines de France et d'Europe, par la présence de la fondatrice Madame Damaris Ma à cette rencontre-là. On nous parle là de l'aspect politique. Alors l'engagement des femmes se veut souvent apolitique. Qu'en est-il exactement du vôtre ? Oui, normalement, le nôtre est aussi une association apolitique. Mais je crois qu'apolitique, on ne peut pas être une association de revendication citoyenne et être apolitique, parce que ce sont les politiques qui régissent les lois et qui créent des lois ou qui donnent des balises aux législations. Être au courant un peu de comment ça se passe dans les politiques, c'est aussi important. J'ai dit, l'une des failles de ce colloque était que nous n'avons pas fait attention aux couleurs politiques. Et je crois que c'est aussi une barrière. Être au courant, c'est aussi une façon de s'armer. Savoir comment naît les lois, quel est le rôle des politiques, quel est le poids. Parce que les politiques, on ne peut rien faire actuellement, ça passait par les politiques. Mais bon, notre association n'a pas de couleur politique. Et pas encore ? Je crois pas je crois même pas que, mais nous sommes quand même très proches des politiques parce que c'est eux qui porteront nos revendications. Monsieur Apari, bonjour. Il est parti, il n'a pas été patient. Rappelez-nous, monsieur, s'il vous plaît. Pour en revenir à la question politique, vous dites, vous n'avez pas, pour vous, c'est une erreur initialement de ne pas avoir de couleur politique dans cette démarche, dans cet engagement de femmes dans l'association, dans le collectif des associations. Une fois que vous avez fait ce constat, vous nous dites on n'en sera pas plus politique parce que nous sommes proches des politiques qui vont nous accompagner en cela. Est-ce que ça n'est pas une deuxième erreur? Est-ce que quelque part, comme on dit, n'est-on pas mieux servi que par soi-même? Est-ce que individuellement, vous, ces femmes engagées dans cela, est-ce que vous n'allez pas avoir aussi une démarche politique? Oui, au sein des associations, il y a forcément des représentants politiques. Hein. J'ai dit, mais l'association ne prend pas une couleur politique. J'ai dit, au sein les membres peuvent appartenir à certains partis politiques. Et les politiques qui m'ont souvent approché et qui me demandaient d'entrer dans leur parti pour pouvoir mieux revendiquer, je leur disais non, parce que quand on entre dans un parti politique, on doit suivre la ligne directive de ce parti-là. C'est donc pour une liberté Et quand on voit ce qui se passe particulièrement en Belgique, je ne sais pas ce qu'il en est en France, c'est que nos représentants, soi-disant, une fois qu'ils sont peut-être députés ou qu'ils sont... On a l'impression que quand ils entrent dans un parti, ils sont plutôt plus sensibles à leur promotion individuelle, à leur promotion sociale qu'aux revendications initialement de la communauté, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, si c'est qu'on les donne dans les partis politiques, mais bon, j'ai dit qu'on est bien à l'extérieur. Moi, je parle de mon cas, on est bien à l'extérieur, on revendique ce que l'on peut, avec les moyens que l'on peut, mais peut-être quand le moment viendra, pourquoi pas. Vous n'excluez pas cela complètement. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Monsieur Apari, bonjour. Oui, bonjour, Madame Lady. C'est Bernardo. Bon, c'était pour répondre au monsieur qui avait appelé, l'entier qui avait appelé.
et qui disait que bon, les Africains qui sont formés en Occident restent en Occident. Vous avez à cœur la question plus des étrangers que de celle des femmes, comme tous les téléspectateurs. Alors nous vous écoutons brièvement sur ce point. Je suis vraiment intéressé. Moi, ça fait plusieurs fois que j'appelle pour intervenir, mais je ne parviens pas parce que le numéro de téléphone est tout le temps occupé. Mais seulement, il y a une question qui m'a interpellé, c'était l'entier qui a appelé. Et bon, c'est des questions récurrentes que l'on entend. Moi, je suis formé en Occident. Je suis rentré chez moi, mais j'ai eu des bâtons dans les rues, ou dans les roues, comme on le dit, et j'ai failli même passer à la casserole, excusez-moi de l'expression. J'ai failli passer à la casserole et je me suis échappé, c'est l'Amnistie internationale qui m'a amené ici. Bon, donc, nous, on a nos pensées, on veut rentrer au pays, mais les politiques sur place ne nous donnent pas, ne nous tendent pas la main. C'est pourquoi on est là. Moi, je suis ici, j'ai pratiquement perdu toutes mes connaissances, parce que si je vous dis le travail que je fais en tant qu'intellectuel actuellement, parce que je fais de la distribution automatique, qui n'a rien à voir avec ma formation. Et pourtant, je pouvais bien servir à l'Afrique, mais les politiques sur place. Monsieur, s'il vous plaît, pour en revenir au sujet du jour, quel est votre avis et jusqu'à quel point seriez-vous prêt à encourager celles des femmes qui, comme notre invitée, à travers les associations qu'elle représente ici, veulent aller jusqu'au Parlement européen pour mener des actions concrètes et changer certaines choses, dont celle à laquelle vous faites allusion? Voilà. Donc, moi, j'ai suivi la dame. C'est une dame vraiment intelligente. Et une dame que j'ai apprécié son discours, sa manière d'aborder les choses. Et moi, je l'appuie totalement pour qu'elle continue sa lutte. Bon, malheureusement, on a parfois des empêchements. On ne peut pas venir les soutenir sur le terrain. Mais moi, je suis une personne très, très active qui participe à des manifestations africaines et non africaines pour pouvoir faire bouger les choses. Et moi, je l'appuie. Malheureusement, je ne peux pas lui dire que j'irai en Belgique être présent à ses côtés, mais il faut que, de tout cœur, je suis avec elle. Mais voilà, c'est tout ce que je peux faire. Merci beaucoup, monsieur. Question qui se pose, seriez-vous prêt à aller jusqu'au Parlement européen s'il fallait apporter une solution immédiate à ce qui vous préoccupe, à savoir la question du retour ou du non-retour des étrangers en Afrique? Alors, je voudrais que nous vous rappeler que notre sujet reste quand même sur la question des femmes. Je vois là que chacun affectionne particulièrement à aborder cette question-là, que nous avions d'ailleurs déjà abordée dans une autre édition. Quelles sont les difficultés qui sont celles de vos associations respectives au long cours? Vous nous avez parlé des difficultés pour aller au Parlement européen, mais au long cours, quels sont les freins qui sont les vôtres? Quels sont les freins intérieurs, internes à vos organisations? Quels sont les freins même pour les individus, femmes que vous êtes, dans l'engagement, dans la réalisation des objectifs? Et puis, quels sont les freins qu'il y a autour de vous, quoi, à l'extérieur des associations? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, les freins que nous avons et que la plupart des associations de femmes migrantes ont, c'est ce manque de moyens financiers. Donc, toutes nos actions sont basées sur du bénévolat essentiellement. Rares sont les associations qui ont des salariés, qui ont des cadres ou des locaux propres à eux, parce que, bon, voyez-vous, le frein économique est aussi une façon de mettre des gens encore sous la joug de l'esclavage des idées, de l'esclavage dont on doit suivre ce que les autres pensent et ne rien dire. Quand vous voyez des associations, il y a beaucoup d'associations en Belgique qui parlent pour les migrants, qui ne sont pas portées par des migrants. Et je trouve que c'est quand même grave, parce qu'ils ne peuvent pas... Mais que font les migrants, justement? Oui, les gens ont renoncé. Il y a un certain renoncement. Les gens ils n'y croient plus. Mais je me dis que cette année 2011 est quand même l'année où, dans le monde, beaucoup de choses sont en train de changer. On voit la jeunesse en Afrique qui est en train de se mobiliser au niveau politique. Nos dictateurs sont en train de tomber les uns après les autres à cause de la jeunesse qui a été longtemps marginalisée au niveau des affaires publiques. Je crois qu'on ne va pas dire Barroso va partir ou bien qui va partir. Non. On doit aussi, au niveau de l'Europe, dire que vous allez là-bas bombarder peut-être chez Kadhafi pour sauver la population. Nous sommes ici devant, à vos portes. Occupez-vous peut-être aussi de nous.
Donc, c'est aussi une façon de... Nous, comme vous avez posé la question, nous souffrons du même problème. C'est le déni des institutions, le manque de considération de la part des autorités, tout simplement. Est-ce que, comme disait Césaire, que vous avez cité au début de cette émission, il a dit, si nous avons été colonisés, c'est parce que nous étions colonisables. Donc, s'il y a un dédain, c'est peut-être parce qu'il y a un manque d'intérêt interne de cette communauté. Monsieur Apari, bienvenue dans ce monde de femmes au Parlement européen. Nous vous écoutons. Oui, alors bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, je vais participer à l'émission. Vraiment, j'encourage la dame qui est sur le plateau parce que j'ai l'impression que nos frères africains, ils oublient un adage qui dit où il y a un grand homme, il y a une grande femme. Donc, parce que, pourquoi je dis ça? Tous les gens qui sont émigrés en France ici, le fait que le jour que leurs enfants viennent, un jour dit à leur maman à la maison, écoute, maman, maintenant je suis fatigué, je vais aller me chercher, je vais aller en Europe. Je pense que c'est ces mères-là qui sautent de gauche à droite pour essayer d'envoyer leurs enfants, mais il y a d'autres qui passent par des voies qui ne sont pas correctes. Et on voit ces mères qui pleurent après. Je vois cette association aujourd'hui qui milite pour les droits des femmes. Nous, les hommes, on devait être derrière pour essayer de vous encourager. Et moi, ce que je vais dire, en Europe ici, on n'est pas solidaire. Parce que la solidarité, je devais commencer par nous-mêmes déjà. Nous qui sommes en Europe ici, que ce soit femmes, hommes. J'ai entendu la dame tout à l'heure, j'ai oublié son nom, elle dit que les Arabes sont plus unis que nous. Effectivement. Parce que s'il y a un problème aujourd'hui, les gens du Sud, les gens du Sud sahélien, même que ce soit ils vont aller au travail ou n'importe où, on les voit mobilisés dans les rues. Mais nous, la dame vient de le dire tout à l'heure que on est là pour la fête, on est là pour telle chose. Moi, je peux dire que on peut se mobiliser en silence. En quoi faisons? Si aujourd'hui, en France, comme la dame qui est sur le plateau, je l'encourage, on peut lancer un avertissement fort pour dire personne, pour soutenir les femmes aujourd'hui, les hommes peuvent dire aujourd'hui personne ne sort. Parce que pourquoi? Si aujourd'hui dans les transports en commun, on ne voit plus un noir qui circule dans la rue, ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, mais les noirs, les immigrés, les hommes de couleur, ils sont en grève. Je pense qu'ils vont nous écouter. Parce que plus on sort dans les rues, on ne nous écoute pas. Mais cette solidarité, quelqu'un peut se dire, oui, moi je vais aller au travail, on n'est pas là pour ça, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour... C'est pas parce qu'on devait sortir dans le ventre d'une seule mère que si l'autre revendique quelque chose comme les femmes aujourd'hui qui nous ont donné la vie, on va pas vous écouter. Un monsieur qui vient de passer tout à l'heure, il dit que il n'a pas le temps. Mais c'est comme ça commence. On n'a pas le temps pour quoi? On a le temps pour nous tous. On a le temps pour nous tous. On a le temps pour tout le monde même. Supposons, ce monsieur aujourd'hui, il peut vivre avec une femme européenne. En parenthèse, cette dame peut lui dire, il y a le chien qui ne va pas. Il faut l'envoyer à l'hôpital. Je pense qu'il va prendre ce chien pour aller à l'hôpital. Mais si lui-même, il a un problème avec son enfant, il est obligé de demander des permissions. Il faut qu'on s'arrête de s'abaisser. Si on est solidaire, c'est la solidarité qui va nous donner une force pour pousser le bateau sur l'eau. Parce qu'une fois qu'on s'est dit, silence, on ne parle plus, on ne sort plus de chez nous. Personne, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Merci, monsieur. Alors, deux questions. Est-ce que la solution de monsieur en disant et vous faire une manifestation, je ne sais pas s'il faut dire d'ailleurs visible ou invisible, puisque ces personnes-là n'iraient plus au dehors, donc on ne les verrait pas briller par son absence, propose-t-il. Est-ce que d'après vous, ce serait efficace? Et puis d'autre part, la question du manque de temps, qui est quand même récurrent. Il y a des réalités qui sont là quand on doit aller s'occuper de ses enfants. Je parle là des femmes notamment. Ce quotidien de femmes que tout le monde connaît, mais dont personne ne veut voir vraiment les difficultés, va être un frein à l'engagement des femmes et puis des hommes qui, même s'il nous a dit ils n'y vont pas, ils font quoi?
Oui, en effet. Donc, il y a plusieurs manières de résister, puisque c'est ça la résistance. Monsieur dit résister dans le silence, ne pas sortir pour marquer un désaccord ou bien pour revendiquer. Oui, bon, on ne verra, ne pas voir peut-être les noix dans la nuit. Heureusement, si c'est le jour, ça va, mais si c'est la nuit, on ne verra pas qu'il n'y a pas de noix dans la dehors. Il y a plusieurs façons de résister, monsieur. Et je vais dire que je ne crois pas que, en ne sortant pas, en s'isolant, puisqu'on est d'abord très communautariste et très isolé déjà de la société, nous devons plutôt parler très fort, monsieur. Aimé Césaire disait toujours que la peur, on a un peu plus de peur. La peur tapis dans les ravins, la peur jaucher sur les arbres, la peur et ses fumerolles d'angoisse. Il dit que mais pourquoi on a peur? On a peur, pourquoi? On est normalement dans notre pays. On ne va pas dire qu'on est d'ailleurs. On est d'ici, puisqu'on est là actuellement et présentement. Je crois qu'il ne faut pas se retrancher, il faut plutôt aller vers l'avant et aller vers les institutions et imposer, puisque l'heure n'est plus aux argumentations. Nous avons épuisé toutes nos argumentations. Maintenant, c'est un rapport de force, un rapport de pression aussi que nous devons faire au niveau de ces institutions, au niveau des politiques qui régissent le monde. Et la deuxième question... La deuxième question, c'était sur la disponibilité et la réalité des femmes. Mais nous allons revenir dessus, si vous êtes d'accord, après notre petite pause musicale. Comme vous l'avez dit, ils ont peur de quoi et ils devraient avoir peur de rien. C'est l'homme même qui a peur. Respiration musicale dans Lady vous écoute. À tout de suite. Avec un columso, je t'aime comme un lébu qui saigne le bop ya boy. Sokonala ni jola so penyang kakang. Risi duty, c'est que si bamir. Mate bi moy xale bi ñeme wu ma ko ne dama la nopp. Su ma ko gisee damay tiit mel ni ko wër. Man ragal ki fan laa ko doonee. Ku samay mama di maam. Gi fan la ko doonee bu samay maam di maam sama copain séeréer bi nee na xale bi naa ko may cere amaana gone gi su ma ko may cere dinaa ko zere kalante neex na lool kalante neex na lool kalante neex na lool kalante neex na lool sum sango lo xuzam zam sone si bëgg ma képp ko sooga am jaam solal sa dàll dem indi sa wàll dem xalil ma yoon ma sooga jàll séeréer jaamu tukkule la séeréer doomu tukkule la ñoo leen moom sunu kom ngóor la dal bu ñaaw demal fexe naa ba ngóor décrochel ma ngandi rendez-vous sama caya sama njampu ak sama garambu bu soxna si gël daabu jaayu ma ñàkk si war mbi dugg ci ruku daw bi yëpp ay konkorong ci ndaw ndekete samay tësten ñooy laal suma ndaw sama copain séeréer bi nee na xale bi naa ko may cere amaana gone gi suma ko may cere dinaa ko zere kalante neex na lool kalante neex na lool kalante neex na lool kalante neex na lool a ñaaje wat góor li wër ba wër mooy wan ma say feem xelal ma yow wan ma say feem yi maama ngir xale bi xelal ma wan ma feemu bursin kumba doofeen wan ma feemu séeréeru fande Faju tereji mboje Dakala Leopold Senghor Age Colette Senghor Contaneru cere Mission commando Kaide duma bere Alipalo commander Mana cere Sohna Sidi Mare Holma Botu Barde
Woyoy, defa barde. Ay woy, defa barde. Mu xëcc ma nokk ma vise, nga chat ma ñafar vise. Dem ba ko tolonti rek ma daanoo gi riise. Sama copain séeréer bi nee na xale bi naa ko may cere. Amana gone gisuma ko may cere dinaa ko serre. Merci à Lam Toro en musique. C'était notre petite pause musicale dans Lady vous écoute. Nous sommes aujourd'hui avec Annette Tingwa, qui est la présidente du collectif des femmes africaines du Hainaut, c'est en Belgique, à la faveur de la tenue le vendredi 2 décembre du colloque international au Parlement européen. J'ai envie de rajouter, s'il vous plaît, les femmes se mobilisent jusque dans les institutions internationales. Nous avons au téléphone une autre dame. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Un monsieur, nous vous écoutons. Oui, c'est encore moi. Bon, je vais dire à madame tout à l'heure que, comme j'avais dit qu'on va se mobiliser en silence, c'est pas juste comme j'ai dit, de ne pas sortir, c'est pas la nuit. Moi, je voulais qu'on pèse sur l'économie dans tous les pays européens, que nous, les Africains, on pèse sur l'économie un matin, personne ne sort pour aller au boulot. Personne ne sort pour aller au boulot. On va toucher là où le bas blesse pour eux aussi. Parce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les maisons de retraite, c'est nos femmes-là, c'est nos sœurs, dès qu'ils arrivent à la maison, elles sont cassées, elles sont fatiguées. Soulever quelqu'un, vraiment, si on vous dit quelqu'un qui est malade de le soulever, c'est comme vous soulevez un corps qui est déjà un mort. Ça pèse. Bon, moi je veux on épingle un peu l'économie que ce soit la Belgique, la France, la Suisse, tous les gens qui nous écoutent, tous les immigrés qui sont aujourd'hui en face de cette télé, si une association ou bien toutes les associations qui sont formées aujourd'hui en Europe peuvent se mobiliser pour dire qu'une journée, que ça peut se faire dans tous les pays européens, une journée seulement. Aucun immigré ne sort dans la rue pour aller au boulot. Là, on pèse sur l'économie. Là, on va les laisser eux tous traîner dans la rue pour aller au boulot. On voit que les Noirs. Là, merci, monsieur. Alors, merci d'avoir précisé votre proposition. Monsieur Lafayette, vous pourrez revenir à ce que vous nous aviez dit tout à l'heure, que les femmes sont au-devant de métiers d'ordre sociaux, notamment l'accompagnement des personnes âgées, l'encadrement des enfants et d'autres métiers encore où elles sont nombreuses. Et comme la proposition donc étant, non pas de ne pas y aller pour ne pas y aller, mais de briller par son absence pour permettre aux pays d'accueil, France, Belgique et autres, de mesurer l'importance de celle de ces femmes, de la migration, parce qu'il n'y a pas que les femmes africaines, il y a d'autres origines aussi. Est-ce que pour vous, c'est viable, pour en revenir à la question? Oui, ça c'est vraiment une idée très très pertinente, parce que, comme monsieur dit, on est dans une société vieillissante, et c'est sur les jeunes migrants que cette société vieillissante s'appuie. On parle de la maison sociale avec des personnes qui travaillent, qui sont majoritairement des femmes issues de l'immigration subsaharienne. Je me dis que si un mot d'ordre est donné et qui va donner le mot d'ordre? C'est ça la question. Et qu'au niveau européen, on choisit 2 jours, parce que je disais une journée, mais je dis 2 jours, une semaine, que les femmes restent à la maison pour voir comment ils vont aller s'occuper de leurs vieilles personnes dans les maisons de repos. Et je crois qu'on pèsera mieux et on considérera l'apport au niveau économique que nous aussi on apporte, au niveau social, puisqu'on est en train de parler de la prise en charge des personnes âgées. Ça, c'est vraiment une idée à mûrir, franchement. Mais j'ai dit qu'on est dans une communauté de traîtres et de labins d'espérance. Et je vais dire que même les 10% ne suivront pas, parce qu'on est aussi dans une logique de suivi et on croit que c'est ce que l'on gagne qui est important. Alors que mais parce que c'est une vraie question. Nous avons des téléspectatrices, notamment, si elles nous appellent pour dire, alors moi, je ne vais pas travailler, c'est de l'argent en moins pour moi à la fin du mois. Est-ce que le mouvement associatif, le collectif utile au Parlement européen, va subvenir, va pallier à ces besoins? Parce que les gens ont quand même des réalités immédiates, des besoins concrets. Et est-ce que tout le monde, finalement, toute femme, peut-elle s'offrir le luxe d'être engagée dans un militantisme
radical en quelque sorte. Oui, je crois que l'engagement, si on sort de sa propre personne, c'est là qu'on devient engagé. Si on regarde sa personne, non, on n'est pas engagé. On est plutôt dans une perspective de promotion et de promotion individuelle et sociale pour sa propre personne. Je vais dire que les pays africains ont acquis leur indépendance pas parce que la masse s'est levée. Ça a été basé sur 2 ou 3 personnes maximum. Et ces 3 personnes ou 2 personnes savaient exactement qu'ils allaient perdre leur vie. Ça n'a pas empêché qu'ils sont allés jusqu'au bout. Et nous sommes très heureux actuellement d'être des peuples libérés, des peuples... nous avons acquis l'indépendance, quoi. Donc, si tout le monde dit que si je ne peux pas travailler, comment vont faire ma famille va vivre de quoi? Moi aussi, j'ai un travail, mais je suis chef d'entreprise. J'ai pris les fonds aussi dans ma société pour pouvoir mener à bien cette action, parce que économiquement, on ne peut rien faire pour des revendications comme celle-ci. Madame Huisman, qui est femme chercheuse, a laissé aussi tous ses engagements pour pouvoir porter, pour qu'on puisse porter à bout ce mouvement jusqu'au Parlement le 2 décembre. Je vais dire que s'il faut regarder sa personne, on ne peut pas avancer. Sa petite personne, même quelque part, au regard finalement des projets que l'on a pour la génération future au sein de laquelle il y a les enfants de ces personnes-là. Autre question tout de même, monsieur a dit, quand les femmes vont faire ces travaux-là, elles sont cassées, et quand elles sont cassées en rentrant chez elles, ça peut casser le ménage aussi parce que, ma foi, on n'a qu'une seule énergie, et pour toutes ces tâches-là, il va falloir que quelque chose soit sacrifié. D'une part, vous nous dites manifestement, les Africains, les femmes, hommes compris, n'auraient plus le sens du sacrifice, du renoncement pour aboutir à d'autres fins, et chacun est un peu comme cela, en rythme de croisière pour survivre. Et d'autre part, de la double journée des femmes, c'était ça ma question avant notre pause musicale. Alors la réalité de la vie des femmes, au dehors, vous venez de le décrire, au dedans, comment conjugue-t-on cela avec la volonté d'être engagé? Oui, c'est la problématique de la femme en général, pas particulièrement de la femme migrante qui, bon, c'est vrai qu'en majorité, elles font des travaux très lourds dans les maisons de repos. Je veux dire que quand la journée de l'homme est finie, c'est là que celle de la femme commence. Quand elle rentre du travail, c'est elle qui doit faire manger, elle doit s'occuper des enfants, etc., etc. C'est ce qui est même d'ailleurs donné par des chefs d'entreprise et des personnes que nous avons abordées, parce que prendre une femme comme cadre, être cadre, ou avoir des postes de responsabilité, c'est-à-dire qu'on doit prendre sur son temps de parent, qui va aller chercher l'enfant à l'école, qui va faire manger à mon enfant. La femme met prioritairement sa famille avant son ascension professionnelle. Je crois que c'est aussi, on doit réfléchir et répartir les tâches domestiques équitablement pour que cette ascension de la femme se fasse. Il faut vraiment veiller à ce que les tâches au niveau des ménages soient équitablement réparties. Alors, vous dites quelque chose, vous dites on doit établir les tâches domestiques équitablement. Tout à l'heure, vous avez dit il faut quelqu'un pour donner un mot d'ordre. Qui va donner le mot d'ordre? Qui va faire la répartition équitable de ces tâches domestiques? J'en voudrais pour peu mon père qui me disait que les souris avaient décidé de faire la peau au chat qui les embêtait de vivre. Elles ont décidé d'attraper le chat, de l'attacher, de le mettre sous le lit et de lui faire la vie. Et une toute petite souris a dit de sa plus petite voix, mais qui va attraper le chat? Alors Oui, en effet. Donc, je vais dire que au niveau professionnel, quand il n'y a pas un homme qui est compréhensible, qui dit que oui, nous sommes 2 à travailler, quand on rentre à la maison, moi aussi, je peux, au lieu de regarder un beau match de football tranquillement à côté d'un petit verre de vin tout frais, je pourrais aussi un peu aider peut-être dans le suivi des enfants, les répétitions, parce que tout est reposé sur... Et c'est ça qui rend la femme forte. Donc, après cet engagement-là, nous avons nos professions respectives, nous avons également nos familles. Je suis maman de 4 enfants, de 4 adolescents, pour vous dire que le combat est autant dur au niveau de la famille, autant dur au niveau professionnel, autant au niveau social de nos revendications. Cela n'empêche pas que l'on avance. Je crois que il ne faut pas, on ne va pas dire que c'est parce que les tâches sont reparties équitablement qu'il n'y aura personne pour porter le mouvement ou pour porter les revendications. Non, si la femme est allégée, normalement les femmes
les hommes qui sont en train de faire le monde dans les bars, si au lieu de faire ça, ils allaient plutôt s'occuper des enfants pendant que les femmes sont en train de revendiquer la revendication. Les choses seraient différentes. Alors, je voudrais quand même que l'on parle des femmes autochtones. Vous entendez là des femmes belges qui sont en Belgique. Je serai, moi, femme belge, je verrai l'énergie qui est la vôtre. J'aurais un tout petit peu peur en disant, ouh là là, mais elles vont me voler la vedette. Comment vivent-elles leur situation de femmes? Sont-elles engagées aussi sur le front associatif, aussi énergiquement que vous autres venus d'ailleurs? Oui, en effet, elles sont engagées, mais pour la problématique qui leur concerne, elles, en tant que femmes. Alors, qu'est-ce qui les concerne justement? Elle est où la nuance entre elles et les autres? Je vais d'abord dire que quand je jette un regard sur des revendications féministes, et la féminisation ne doit pas être une façon universelle, une vision universelle. Nous avons aussi notre part de féminisme ou de revendications féministes, donc pas l'égalité homme-femme et machin. Ce que je viens de dire, c'est la vision, le questionnement de la société occidentale. Donc la femme subsaharienne a sa vision de la femme. Elle ne se positionne pas comme une femme soumise, mais on a notre façon culturelle de revendiquer aussi nos engagements. Et je vais dire que le courant féministe actuellement, je suis un peu déçue par rapport à ça. On s'intéresse plus aux terminologies, au vocabulaire, au lieu de revendiquer vraiment les problèmes, parce qu'on dit il faut un E mieux là-bas, il faut un E là-bas, c'est vrai. C'est dérisoire, ces revendications-là. Mais je voudrais aussi qu'elles inscrivent dans leur démarche féministe la problématique de la femme migrante et qui est dans cette problématique de genre, les transgenres, comme on appelle, des spécificités liées à la femme migrante qui partagent les mêmes revendications, mais qui en plus doivent se battre sur le front de la revendication raciale. Mais sont-elles suffisamment au fait de cette question pour pouvoir porter ces revendications? Ma foi, encore une fois, on n'est jamais bien servi que par soi-même. Il n'y a que celui qui vit une situation, qui fait expérience d'un vécu, qui est suffisamment au fait de ces questions-là pour emporter les revendications, non, à leur décharge? Oui, donc les contacts se font, mais se font timidement. Je vais dire que dans la conscience européenne, la migration a cette vertu progressiste. Ouais. C'est-à-dire que quand on est en Europe, on a déjà tout eu, quoi. Elles viennent d'un endroit où c'était la souffrance, c'était le machin. Donc quand elles sont ici, il n'y a plus rien à faire. C'est le nirvana. Voilà, donc certains sont même étonnés que l'on puisse revendiquer des postes de décision. Et certains sont même étonnés que l'on puisse parler français. Je crois qu'il y a d'abord une vision très, très, je ne sais pas, péjorative ou bien que l'on méprisable du migrant, surtout en Belgique. Hein, je ne sais pas si c'est différent ici en France, où déjà que les condescendants, ou bien quand elles organisent généralement des colloques, on a très peu d'espace d'expression. Et c'est ce que j'ai dit à mes soeurs, nous ne devons plus accepter ça. Et en revanche, est-ce que dans vos manifestations, vous leur accordez la parole justement pour inverser la vapeur? Voilà, c'est très souvent. Et que le complexe de supériorité, c'est dans l'autre sens. Est-ce que c'est un complexe de supériorité ou est-ce que c'est un positionnement volontariste pour justement gommer les différences? Nous, on est vraiment dans la logique intercommunautaire. Donc, on ne vient pas dire que c'est notre revendication, nous l'approprions. Non, nous devons la partager. Il y a certains qui nous accompagnent dans cette démarche et qui voient que cette revendication est légitime. C'est surtout ça le thème. Et qui nous accompagnent dans la démarche. Et très souvent, quand on organise des colloques ou des tables rondes, elles viennent apporter leur petite contribution. Elles seront présentes le 2 décembre au Parlement européen à vos côtés. Je voudrais donner la parole à une dame. Vous êtes à Montataire, si j'ai bien compris. Bonjour, madame. Oui, bonjour, mesdames. Je vous appelle de Montataire. C'est pour participer à cette émission que je trouve fort intéressante parce que je suis particulièrement très émue de voir cette dame qui est là aujourd'hui, qui nous vient de la Belgique et qui parle de la mobilisation des femmes migrantes dans tous ces pays-là et le fait que cette dame se bat avec ses moyens et qu'elle entraîne avec elle tout un mouvement de femmes que j'espère motiver comme elle parce que ça fait chaud au cœur de voir les gens se battre et de parler avec tant de force et tant de conviction. Et je suis vraiment émue parce que nous avons vu beaucoup d'hommes intervenir et parler du fait qu'ils étaient cultivés, qu'ils avaient fait des études, mais que malheureusement ils n'ont pas pu travailler avec ces diplômes-là.
c'est un fait, mais c'est un fait de beaucoup de gens, de beaucoup d'Africains en France et ailleurs. Et je pense que pour se battre, parce que tout un chacun a à cœur de se battre pour ça, et un jour d'arriver à exercer son métier en dignité, mais aussi que nos enfants puissent réussir leur vie et être fiers de leurs parents, parce que quelque part, quand un enfant voit ses parents toujours faire des métiers qui ne sont pas forcément les leurs, et que c'est toute une dynamique de toute une population qui est réduite à zéro tout simplement parce qu'on est noir, tout simplement parce qu'on vient d'ailleurs. C'est choquant parce que tous les jours, moi, je suis confrontée à des gens qui sont presque sûrs que nous avons le même diplôme, mais qui sont français de France et que moi, je viens de la Mauritanie. Donc, quelque part, ils se demandent, mais comment ça se fait qu'elle est cultivée? Parce que pour eux, noir veut dire inculte. Quelquefois, je suis désolée, mais on est souvent assimilés à ça. Ils sont étonnés quand on ouvre la bouche, quand on dit deux phrases correctes, quand on a des idées bien claires et bien qui vont avec l'évolution du monde. Et ça, c'est en fait, c'est quelque chose de très dur à vivre, mais c'est comme ça. On est tous là pour des raisons X ou Y, mais l'objectif est le même, c'est de réussir et un jour, tôt ou tard, de rentrer chez soi et de vivre pleinement et d'une façon épanouie tout le bagage intellectuel que nos parents ont dû se sacrifier pour nous l'accorder, parce que reconnaissons qu'en Afrique, pour qu'un jeune Africain ait un certain niveau intellectuel, les parents ont dû quelque part se battre parce que le niveau de vie ne permet pas forcément une très bonne éducation à la base, parce que voilà, la France nous a colonisé une certaine étape de notre vie, et après il y a eu une autre forme de colonisation avec nos politiques. Mais bon, nous sommes là, c'est pour que demain soit meilleur et que nos enfants puissent avoir un avenir plus sûr et plus digne. Donc voilà, je suis tout à fait avec cette dame, et je suis dans aucune association, mais je vous écrirai parce que je suis intéressée, parce que je me dis que c'est un combat que tout un chacun doit mener. Et effectivement, elle a parfaitement raison, madame, quand elle nous dit qu'il faut voir au-delà de sa propre personne pour être engagé. Effectivement, si on ne voit que soi-même, que l'argent qui rentre dans son compte chaque fin du mois, l'argent d'ailleurs qui est virtuel, je pourrais dire entre guillemets. Donc je pense qu'il faut vraiment penser à l'autre, penser à toute une communauté qui doit se battre, qui doit avancer ensemble pour mener à bien certaines actions qui sont tout à fait légitimes en tant qu'être humain. Nous avons le droit de bien vivre et de vivre dignement. Donc je trouve que c'est une cause qui est noble. Merci, merci madame. Vous avez un fleuve de choses à nous dire comme toutes les femmes. Faites-nous la gentillesse, si vous êtes de passage à Paris, en région parisienne, de nous écrire à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com afin qu'avec vous, nous puissions organiser un sujet, puisque vous avez encore une fois tout plein de choses à nous dire. Je vous laisse réagir à l'intervention de notre téléspectatrice. Oui, en effet, comme madame dit, c'est le même constat que je viens de faire. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. Je crois que nous avons épuisé toutes nos argumentations. Maintenant, nous devons passer à l'étape supérieure. La façon dont je m'exprime ici, je crois que c'est un peu atténué par rapport aux politiques. Bon, les gens disent que j'ai fait peur, mais je ne fais pas peur. Je crois qu'ils comprennent aussi que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'être à la traîne. Nous sommes fatigués du mépris du monde. Nous voulons notre place autour de la table. Et je crois que eux aussi, ils ont raison de résister, parce que le changement aussi, voyez-vous, madame, quand on demande depuis l'égalité homme-femme, les hommes n'acceptent pas parce qu'ils ont aussi peur du changement. Et au niveau social, c'est la même chose. Donc, nous devons résister, nous devons unir nos forces pour que nos enfants ne passent pas sur le chemin que nous sommes passés, pour que demain nos enfants... Regardez aux États-Unis comment Barack Obama est président. Nous devons laisser l'afro-pessimisme tomber et avoir plutôt l'afro-optimisme porté par la jeunesse africaine de 2011. Je voudrais rapidement, avant la fin de cette émission, donner quand même le contenu du programme de cette rencontre, de ce colloque international. Je le rappelle, donc le vendredi 2 décembre au Parlement européen, c'est à Bruxelles, à l'initiative de 3 associations. Donc, sont prévus, il y a le mot de bienvenue donc, qui sera le vôtre, madame. Vous êtes présidente du collectif des femmes africaines du ENO, membre du comité d'organisation. Il y aura madame Isha Difan, qui est la directrice de la division des droits des femmes et genre au siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme à Genève. En attendant, celui pour le droit des femmes, on va dire que c'est le même. Et puis, madame Isabelle Durand, marraine du colloque, eurodéputée du groupe des Verts, vice-présidente du Parlement européen, mais ça n'est que de l'artillerie lourde, les filles. Il y aura un film introductif sur le portrait de femmes engagées, donc c'est la session engagement au féminin, une autre session conférence débat, les dynamiques migratoires et les logiques communautaires.
Et puis, femme actrice de développement ici et là-bas, avec Radi Sakonian, responsable de la commission genre au Forum. Et bien sûr, Madame Martine Wiesmann, présidente de Femmes Interface Nord-Sud, que nous avions déjà reçue, qui nous a co-organisatrice, c'est important de le rappeler. D'ailleurs, son Excellence Madame Maria Dressus Makarahans, ambassadeur du Cap-Vert en Belgique. Bon, alors vous êtes bien accompagnées, mesdames. Il n'y a pas de raison que cela ne soit pas porteur. Et puis un sujet sur comment favoriser la participation des femmes migrantes aux instances de concertation. Marcela de la Peña de l'ONG Le Monde selon les femmes. Bien sûr, le professeur Essoé Lamé que nous avons cité précédemment. Et la dernière dame, les deux dernières dames qui n'avaient pas été mentionnées, Madame Louise Ngandou, politologue, présidente de la Fédération européenne de l'UREC et membre fondatrice de l'Union des femmes africaines. Et pour finir, Madame Joëlle Milquet, vice-présidente, Premier ministre et ministre de l'Emploi et de l'égalité des chances, chargée de la politique de migration et d'asile. J'ai oublié Madame Durand, non, je l'avais déjà citée. Bon, alors, avec cette belle brochette, cette belle distribution, comme on dit au cinéma, vous allez y arriver. C'est fatal. Vous ne pouvez pas ne pas réussir. Oui, maintenant reste la mobilisation du public cible, du public concerné par cette problématique-là. Oui. Parce que vous voyez, le premier résultat, ça serait le poids. On ne pèse pas le nombre. Il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent derrière cette revendication-là. C'est comme ça qu'on interprète les choses. Donc, si notre population ne suit pas, c'est vraiment nos efforts seront vains. Donc, c'est pour ça que nous sensibilisons les gens. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce que concrètement, aujourd'hui, l'inscription au Parlement européen pour participer, les inscriptions sont closes. On a négocié une deuxième liste. Alors, concrètement, il faudrait que ces personnes aillent sur le site de votre association. Oui, du colloque femmesdevelopement.org. Alors, sur Internet, on va y aller sur Internet progressivement. Donc, allez chercher le site femmesdevelopement.org, ORG, et vous allez trouver donc une fenêtre où cliquer pour pouvoir s'inscrire et avoir donc le droit d'être présent ce jour-là. Oui. Combien de personnes sont attendues? On attend 250 à 200 personnes. Et plus si affinité? Oui, plus, nous voulons plus le plus. Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Parce que des fois, ça compte. La migration, elle a toujours froid. On viendra rechauffer les parlements européens ce jour-là avec le nombre, les hommes et les femmes qui viendront de toute l'Europe. Et franchement, nous avons pris les dispositions pour que l'accueil se fasse chaleureusement au niveau... Malgré la température. Oui. Et je dois encore signaler que le samedi, ça c'est le vendredi, il y a le colloque. Le samedi, nous avons pensé organiser une tournée des visites du patrimoine culturel parce qu'actuellement, on est en train de créer une identité européenne. Et c'est vraiment un fou-tout, mais bon, nous voulons aussi nous rapprocher des patrimoines européens pour pouvoir plus se rapprocher de cette citoyenneté européenne-là. Nous terminerons là-dessus. Alors oui, vous avez compris, il y a quelque chose de plus festif aussi, donc là, on va les faire venir. Il y aura à boire et à manger de la fête, déplacez-vous. Pendant 2 jours, ça serait vraiment... Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de venir à quelques jours de ce colloque international. Rendez-vous donc au Parlement européen. Je me ferai un devoir, bien sûr, moi aussi, d'être présente sur les lieux. Merci à vous qui avez participé à cette édition. Rendez-vous dans une autre édition aussi. À demain. Au revoir.